Frodon et Sam ont parcouru 2500 km dans le Seigneur des Anneaux. C'est comme si vous marchiez de Lille jusqu'à Athènes. Et ça, je m'en rendais pas du tout compte en regardant les films. Alors, armé d'une carte de la Terre du Milieu, j'ai revu toute la trilogie en suivant les trajets de chaque personnage. Et vous allez voir qu'on comprend tout beaucoup plus facilement. Regardez, au début de l'aventure, on est dans la région nord-ouest de la Terre du Milieu, dans la comté avec Bilbon Saquet. C'est un hobbit, mais pas n'importe lequel. Il est très connu ici, il a vécu des aventures folles. C'est durant l'une d'elles qu'il a récupéré son précieux anneau, qu'il n'ose montrer à personne d'ailleurs. C'est cette épopée qui a été adaptée dans la trilogie Le Hobbit. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du Seigneur des Anneaux, avec Frodon Saquet, son neveu. Lui aussi admire Bilbon. Mais le jour de fête de son 111e anniversaire, Bilbon tient un discours très étrange. Il commence par remercier tout le monde d'être venu pour toutes ces années de bonheur, mais d'un coup, il annonce qu'il a quand même besoin de vacances. Il leur dit adieu et disparaît d'un coup. C'est alors que Gandalf, le célèbre magicien, venu spécialement pour la fête de son vieil ami, part enquêter sur cette drôle de réaction. D'autant qu'un hobbit n'est pas censé disparaître comme par magie. Il le retrouve chez lui en train de faire ses affaires. Bilbon annonce qu'il lègue tout à Frodon, même son anneau. Mais il n'arrive pas à l'abandonner. Il l'appelle mon précieux, les soupçons de Gandalf grandissent tandis que Bilbon monte le ton. Il ne veut pas le rendre. Gandalf monte le ton à son tour, mais façon magicien, et Bilbon se calme tout de suite. Bilbon finit par se séparer de l'anneau, à contre-cœur, et se met en route pour ses vacances. Mais lorsque Gandalf s'apprête à ramasser l'anneau, il est frappé par une vision d'un œil flamboyant. Peu après, c'est Frodon qui entre à la recherche de Bilbon. Il ramasse l'anneau et tombe sur un Gandalf qui se pose 1001 questions. Alors il doit avoir le cœur sûr qu'il s'agisse de l'anneau unique, pour ça, il se rend à Minas Tirith. On apprend alors toute la vérité sur l'anneau, tout commença avec les anneaux de pouvoir. 3 furent donnés aux elfes, êtres immortels des plus sages et loyaux, 7 aux seigneurs nains, mineurs et bâtisseurs des salles dans la montagne, et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, dont le désir de pouvoir surpasse tout. Ces anneaux possédaient la force et la volonté de tout gouverner, mais ils furent tous dupés, un autre anneau avait été forgé, en les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin. Sauron, seigneur des ténèbres, forgea en secret le maître anneau pour les gouverner tous. Anneau dans lequel il instilla sa cruauté et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour tous les gouverner. Mais une alliance entre les hommes et les elfes a réussi à repousser les troupes de Sauron. Mais lorsqu'il eut rejoint la bataille et tué Elendil, le roi des hommes, tout semblait perdu. Mais Isildur, son fils, dans un ultime acte de désespoir, trancha la main de Sauron avec les restes de l'épée du roi. La forme humanoïde de Sauron est défaite et les peuples libres sont victorieux. Malheureusement, Isildur finit par se faire corrompre par le pouvoir de l'anneau et refusa de le détruire, ce qui entraînera sa mort un peu plus tard. Ensuite, l'anneau finit perdu pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il vint à la créature Gollum qui l'emmena dans les galeries du Mont Brumeux. Durant 500 ans, il empoisonna son esprit et allongea sa vie, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par hasard par le fameux Bilbon Saquet. Revenons à Gandalf, parce qu'il est déjà en train de foncer pour retourner dans la comté. Frodon court à un grand danger. Le magicien demande l'anneau à Frodon, il le jette dans le feu, et c'est là que l'inscription en langage du Mordor se révèle. En langage commun, il dit « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. » Gandalf explique que Sauron est encore vivant car son énergie vitale est liée à l'anneau. Et maintenant que Gollum a avoué qu'il se trouvait en comté par les Saquets, les forces de Sauron seront bientôt là. Il n'y a plus une seconde à perdre. Frodon prépare ses affaires, il doit partir. Gandalf lui donne rendez-vous à l'auberge du Poney Fringant dans le village de Brie, juste ici. Ça fait quand même déjà une belle trotte, environ 200 km de marche, soit l'île Paris à pied. C'est sans compter sur son ami et jardinier Sam qui espionnait la conversation. Gandalf décide qu'il sera le compagnon de route de Frodon, car maintenant il en sait trop aussi. Il pourrait lui aussi être torturé et révéler la position de l'anneau. Le magicien met Frodon en garde une dernière fois. L'anneau veut être retrouvé, il ne doit jamais le mettre à son doigt. Sinon, Sauron connaîtra sa position. Mais avant de partir à l'aventure aussi loin de chez lui, Frodon doit bien se protéger. Traverser la Terre du Milieu en mode incognito, ça ne suffit pas. Frodon, tu dois absolument t'équiper de la protection CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché. Et il a une note quasi parfaite sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont noté, excellent. Même au-delà de notre partenariat, j'ai toujours eu de bons retours de CyberGhost VPN. Alors merci beaucoup à eux de me soutenir pour ma première collaboration. Ça représente beaucoup pour moi qui rêve de vivre de ma passion. Un VPN
est essentiel pour protéger votre vie privée en ligne, car de votre fournisseur d'accès à internet au site web que vous visitez, ils savent toujours qui vous êtes et tout ce que vous faites. En activant CyberGhost VPN, ils cryptent et redirigent 100% de votre trafic via leurs 11 000 serveurs sécurisés dans 100 pays différents. Comme ça, personne ne sait rien de votre activité en ligne. C'est super simple, en un clic c'est fait. Et après tous ces jours de marche, notre pauvre Frodon aurait bien envie de se faire une série avant d'aller dormir. Et ben en changeant de localisation avec CyberGhost VPN, tu peux débloquer de nouveaux contenus sur plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime et bien d'autres encore. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, Windows, Android, macOS, iOS et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Pour rester anonyme 24 h sur 24, en plus, CyberGhost VPN ne conserve pas vos données. Eux-mêmes ne savent pas ce que vous faites en ligne. Alors faites comme Frodon et restez invisible aux yeux des forces malveillantes en utilisant le lien dans la description. Vous bénéficiez d'une réduction de 83%, ce qui revient à 2,03€ par mois et vous obtenez en plus 4 mois gratuits. Avec leur garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 sur 7, vous êtes sûr d'être satisfait. Passez par le premier lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Encore merci beaucoup à eux, et maintenant que vous et Frodon êtes protégés, nous pouvons continuer à suivre son épopée qui ne fait que commencer. Pendant que nos hobbits se mettent en marche pour Bree, Gandalf repart pour l'Isengard. Là, il fait un bond Lilnis. Le magicien veut informer Saruman de la situation. C'est son chef, mais d'après lui, Sauron a recouvré la majorité de sa force et qu'il est en capacité de tout voir grâce à son œil flamboyant. Bizarre. Comment Saruman sait tout ça ? Eh ben, parce qu'il l'a rejoint justement. Saruman, le chef des magiciens, s'est rangé du côté de Sauron. Il annonce que les Nazgûl sont déjà en chemin et tueront bientôt Frodon. Pour lui, il n'y a plus d'espoir pour les peuples libres. Il veut que Gandalf le rejoigne, le magicien gris refuse et un affrontement a lieu. Mais Saruman finit par voler le bâton de Gandalf et le fait tenir prisonnier en haut de la tour. Côté Hobbit, la route continue. Frodon et Sam sont rejoints par hasard par Merry et Pippin. Des amis d'enfance qui fuient un paysan à qui ils ont volé des légumes. Mais quelque chose ne va pas. Frodon a un très mauvais pressentiment. Il demande à tout le monde de se cacher. Et il avait raison. Un Nazgûl est ici, à la recherche de l'anneau. L'esprit de Sauron veut leur répondre en forçant Frodon à enfiler l'anneau. Mais Sam l'en empêche. Pippin envoie une besace pour faire diversion et le Nazgûl s'en va. Frodon est forcé de tout leur avouer. Merry et Pippin accompagnent officiellement notre Hobbit dans son épopée. Finalement, nos amis arrivent enfin à l'auberge du village de Bree. Mais forcément, Gandalf n'y est pas. Frodon est très inquiet. Alors ils vont faire ce que les hobbits savent faire de mieux, boire un coup. Mais lorsque Pippin commande une chope, il répond bien haut et fort qu'il connaît un saké et qu'il est juste ici. Quel idiot! Frodon veut l'arrêter, mais il trébuche et enfile l'anneau par erreur. Les Nazgûl sont immédiatement avertis et seront là d'une minute à l'autre. C'est alors qu'un homme mystérieux emmène les hobbits en lieu sûr. Il répond au nom d'Aragorn et leur annonce qu'ils ne peuvent plus attendre Gandalf sagement. Il va prendre leur protection et les emmener à Faucombe. C'est ici, environ 2 fois plus loin qu'Hobbiton à Bree. Moins de 500 km, l'équivalent d'un Lynren à pied. Ils en ont pour un paquet de jours, mais ils sont en bonne compagnie maintenant. Au coucher du soleil, ils sont déjà arrivés à Amansul. C'est là qu'ils vont dormir. Aragorn arme les hobbits et part monter la garde. Mais lorsque Frodon se réveille au beau milieu de la nuit, il voit ses amis autour d'un feu pour se préparer à manger. Mais avant que Frodon ne puisse réagir, il est déjà trop tard. Les Nazgûl les ont repérés et prennent en tenaille les 4 hobbits. Frodon est forcé d'enfiler l'anneau pour leur échapper, mais il le voit toujours. En fait, les Nazgûl sont déjà corrompus par l'anneau et invisibles dans le vrai monde. Mais dans le monde des ombres, c'est là où leur véritable forme est enfermée. Leur chef poignarde Frodon à l'épaule, mais Aragorn arrive en héros. Il fait fuir tous les Nazgûl à l'aide d'une torche. L'heure est très grave. La blessure de la lame de Nazgûl ne peut être soignée que par la médecine elfique. Et s'il ne guérit pas assez vite, il va disparaître dans le monde des ombres. De l'autre côté, à Isengard, Saruman met son plan à exécution. Il déforeste les environs et développe son armée d'orques pour Sauron. Mais au sommet de sa tour, Gandalf est toujours vivant. La course contre la montre continue, c'est Arwen, une amie elfe d'Aragorn, qui va amener en vitesse Frodon à Faucombe. Son père saura le sauver. Il n'y a plus une minute à perdre. Les Nazgûl sont déjà à ses trousses, une course-poursuite très serrée a lieu, mais arrivés à la rivière de Bruinen, ils sont sur le territoire des elfes. Elle invoque une puissante magie elfique pour submerger les 9 Nazgûl. Un peu plus tard, Frodon se réveille dans un lit. Et Gandalf est à son chevet. Il a réussi à s'échapper des griffes de Saruman grâce aux aigles. Le porteur de l'anneau fait la connaissance d'Elrond, le père d'Arwen.
Il est étonné de la résistance de Frodon au pouvoir de l'anneau. Gandalf lui propose qu'ils prennent ensemble le relais. Ils ne peuvent en demander plus à ces pauvres hobbits, mais le seigneur de Faucombe ne peut accepter. L'anneau représente un terrible danger pour son peuple. Au même moment, l'homme Boromir, l'elfe Legolas et le nain Gimli arrivent à Faucombe, représentant chacun les races peuplant la Terre du Milieu. Boromir va faire la rencontre d'Aragorn devant le mémorial d'Isildur. On apprend grâce à Arwen qu'Aragorn est le descendant d'Isildur, et se sent responsable des erreurs de son ancêtre. En plus de ça, on apprend qu'Aragorn et Arwen ont une relation ambiguë, mais c'est un amour impossible. Un elfe est immortel, contrairement à un homme. Même si elle dit le vouloir, Aragorn ne peut accepter qu'elle abandonne son immortalité pour lui. C'est un peu plus tard qu'on comprend la venue de ces nouveaux arrivants. Un conseil est tenu par Elrond afin de décider de l'avenir de l'anneau unique. Boromir est le premier à parler. Fidèle à la mentalité des hommes, il veut convaincre les autres d'utiliser l'anneau pour vaincre Sauron. Mais Gandalf lui rappelle que c'est impossible de maîtriser son pouvoir. De son côté, Gimli, fidèle à la mentalité des nains, essaie de péter l'anneau d'un grand coup de hache. Mais ça ne marche pas du tout. Et oui, il ne peut être détruit que là où il a été forgé, dans la montagne du destin, en terre du Mordor. Le conseil se transforme en un énorme brouhaha. Le détruire, pas le détruire, comment le faire? Personne n'arrive à se mettre d'accord. Et finalement, Frodon se lève. Il se désigne pour amener l'anneau en Mordor et le détruire. Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli et Boromir saluent son courage et se joignent à lui. Ils sont évidemment rejoints par Sam, Merry et Pippin qui écoutaient en cachette. La communauté de l'anneau est née. Durant sa préparation pour la suite de son épopée, Frodon retrouve Bilbon, qui se trouvait aussi à Faucombe. Il est tellement fier de voir son neveu qui part en aventure comme lui, et lui lègue son équipement de l'époque. Une épée qui tourne au bleu pour alerter qu'un orc est proche, et une cotte de mailles en mithril, très légère et incroyablement résistante. Mais ce que veut Bilbon par-dessus tout, ce serait revoir son vieil anneau une dernière fois. Frodon refuse, et Bilbon hurle de toute son âme, à un point où ça le défigure. Il retrouve ses esprits et regrette terriblement que Frodon ait apporté ce terrible fardeau. Eh ben, merci Bilbon pour la motivation en tout cas. Ça y est, la communauté de l'anneau se met en route. Le premier souci, c'est qu'ils doivent traverser la chaîne des montagnes brumeuses, les Misty Mountains. Gimli propose à Gandalf de les traverser par les mines de la Moria, mais le magicien répond qu'ils n'y passeront qu'en cas de dernier recours. Il sait ce que les nains ont fini par réveiller dans les ténèbres en creusant trop profondément. Alors, le magicien veut traverser par le col de Caradhras. Mais ça reste un passage dangereux et éprouvant à travers des montagnes enneigées. Sans compter les dangers internes au groupe. Au début de leur ascension, Frodon fait tomber l'anneau et c'est Boromir qui le récupère. On sent qu'il est très tenté par son pouvoir, mais finit par lui rendre. La traversée est de plus en plus périlleuse. La météo se gâte et il se retrouve piégé par une tempête de neige. Au même instant, Legolas entend au loin des incantations. C'est Saruman. Il a compris où se trouvait le groupe et tente de les ralentir depuis l'Isengard. Il déclenche une avalanche et ensevelit la communauté de l'anneau. Ils ne peuvent plus continuer par cette route. Gandalf laisse le choix aux porteurs de l'anneau. Frodon prend la lourde décision de descendre par les mines de la Moria. Le soir venu, il passe la porte de la Moria. Gimli est tout excité à l'idée de montrer les merveilles de son peuple, mais ce n'est plus une mine. C'est un véritable tombeau. D'innombrables cadavres jonchent le sol. Ils auraient été tués par des gobelins. Mais quand le groupe veut faire marche arrière, une sorte de calamar géant s'attaque à Frodon. La communauté le sauve juste à temps, mais maintenant, ils ne peuvent plus faire demi-tour. Ils doivent passer par le tombeau qu'est devenu la Moria. Gandalf les met en garde. Ces mines renferment des créatures bien plus répugnantes que les orques. Et plus ils avancent, plus Frodon s'inquiète. D'autant qu'il remarque que Gollum suit le groupe. Gandalf le sait. Il est attiré par l'anneau et il pense que la créature qui s'appelait autrefois Sméagol pourrait encore avoir un rôle à jouer dans cette quête, en bien ou en mal. Peu après, le groupe arrive dans une grande salle où demeure la tombe de Balin, seigneur de la Moria. Gimli est abattu. Pippin, fidèle à lui-même, touche à tout dans la salle et finit par faire tomber tout un squelette et un casque dans un puits. Ça résonne dans toutes les profondeurs de la Moria et attire tous les orques. Ils sont pris au piège, mais la communauté leur tire tête. Gimli est animé par une soif de vengeance et d'un coup, un troll des cavernes vient inverser la tendance.
Boromir et Aragorn se font mettre à terre et le troll s'attaque à Frodon. Il lui plante une lance en plein ventre. La communauté est enragée, ils se déchaînent pour abattre tous les ennemis restants, même le troll. Mais, à la surprise générale, Frodon n'est pas mort. La côte de maille en mithril de Bilbon lui a sauvé la vie. Vite, les renforts des orques arrivent. Ils fuient la pièce, mais au beau milieu de la mine, ils se font encercler. Non plus par des dizaines d'orques, mais des centaines, voire des milliers. Alors que la communauté semble perdue, la séquence la plus épique du monde du cinéma commence. Tous les orques se mettent à fuir face au grognement d'une créature bien plus inquiétante. Un démon de l'ancien monde. Cet adversaire est bien trop fort pour nos amis. Ils fuient tous, tandis que Gandalf demande à Aragorn de guider le groupe. Le Balrog les rattrape, pendant que la communauté traverse le pont qui mène à la sortie de la Moria. Gandalf passe en dernier et se retourne face au Balrog. L'affrontement entre les deux forces divines commence. Gandalf arrive tant bien que mal à encaisser l'attaque du démon, mais il est temps de le renvoyer dans les ombres. Gandalf hurle son mythique « Vous ne passerez pas !» détruisant le pont sous le Balrog, mais on ne dupe pas un démon de l'ancien monde comme ça. Son fouet revient vers Gandalf et lui attrape le pied pour l'emporter dans sa chute. Frodon, Aragorn, Gimli, Boromir, Legolas, les Hobbits, tout le monde a le cœur déchiré. Gandalf ? Mort ? C'est impossible, pas lui. Mais Aragorn se rappelle de l'ordre qu'il lui a donné. C'est à lui de mener le groupe maintenant. Coûte que coûte, il faut continuer à avancer. La communauté, endeuillée, retrouve un minimum d'espoir. La Lorienne est juste ici. C'est une forêt peuplée d'elfes dirigée par Galadriel et Celeborn. Ils vont les rencontrer après une escorte par l'elfe Haldir et ses hommes. Les voilà dans la forteresse des arbres, Caras Galdon. Faucon m'a mis au courant Celeborn et Galadriel de la mission de nos amis. Mais ce qui est frappant chez Galadriel, c'est qu'elle s'adresse à chacun des membres du groupe dans leurs pensées. Et à Frodon, elle lui fait comprendre qu'il est le seul en mesure de détruire l'anneau unique. La communauté va se dissoudre. Elle est déjà en train de se déchirer. Cette tâche lui a été destinée et il doit l'accomplir. Elle lui montre dans la nuit tout ce qui arriverait de terrible s'il n'allait pas au bout de sa mission. Bon, c'est un peu du chantage à ce niveau-là, mais c'est vrai, la finalité de cette quête décidera de l'avenir de la Terre du Milieu. Le lendemain, les elfes vont leur donner un bien meilleur stuff pour repartir, et ça y est, la communauté de l'anneau est prête à continuer leur épopée. En parallèle, Saruman fait toujours plus grandir son armée de gobelins et d'orques, mais aussi d'Uruk-hai. Et eux, ils peuvent se déplacer de jour comme de nuit. Ils traqueront nos amis sans relâche. Le magicien leur crée un chef d'armée pour lui ordonner de tous les tuer, sauf les hobbits, et récupérer l'anneau. Et à la vitesse où ils vont, ils risquent fortement de les croiser, car la communauté a repris son chemin en passant par l'Anduin, la grande rivière. Ils passent par les portes d'Argonath et ces immenses statues des anciens rois du Gondor, Isildur et Andúril. Bien qu'ils étaient en barque, après un petit 500 km, l'équivalent d'un Lilren quand même, ils font halte vers Tol Brandir. Et c'est là que la vision de Galadriel va se réaliser. La communauté de l'anneau va imploser. Legolas va tout de suite sentir un mauvais pressentiment et demande à Aragorn de repartir. Au même moment, ils se rendent compte que Boromir et Frodon sont introuvables. Ils sont tous les deux dans la lisière de la forêt. L'homme rappelle à Frodon qu'il ne doit pas rester seul, comme s'il se souciait de lui-même, de sa propre envie d'obtenir l'anneau. Boromir se laisse tenter à nouveau. Il veut l'anneau, il veut le toucher. Frodon s'échappe en l'enfilant autour du doigt. Boromir retrouve ses esprits et regrette instantanément ses actes, mais c'est déjà trop tard. Les Uruk-hai sont là. Aragorn, Gimli et Legolas les affrontent, mais la grosse vague d'ennemis accule les hobbits. Boromir les protège, et après un acharnement sans fin, Aragorn arrive en renfort. Merry et Pippin se font emporter par les orques, mais l'héritier d'Isildur gagne son duel. Il se jette sur Boromir, il est à l'agonie. Aragorn le rassure, son honneur est sauf. Il lui donne aussi sa parole que personne ne prendra la capitale de son peuple, Minas Tirith, la Cité Blanche. Boromir le sait à présent, Aragorn est le roi qu'ils attendaient. Et ce seront ses dernières paroles. Du côté du rivage, Sam rattrape Frodon qui s'était résolu à partir seul en Mordor. Mais Sam a fait une promesse. Il ne quittera jamais Frodon, même au prix de sa propre vie. Alors, ils partiront ensemble, renforcés par leur amitié inébranlable. De leur côté, Aragorn, Legolas et Gimli se jurent de retrouver Merry et Pippin pendant qu'ils rendent un dernier hommage à Boromir.
La communauté de l'anneau est dissoute, mais l'objectif de chacun reste le même. En finir avec Sauron et ses fidèles. Nous voici au deuxième film. Concentrons-nous d'abord sur Frodon et Sam, et ensuite nous parlerons du reste de nos amis. Nos hobbits continuent leur route pour le Mordor. Ils en sont dans la région montagneuse des Minwil, et peuvent apercevoir leur objectif à l'horizon. Mais le reste du voyage s'annonce d'être encore plus dangereux. Un soir, ils vont réussir à arrêter Gollum, l'étrange créature qui ne faisait que de les suivre. Ils vont le soumettre en tirant profit de ses profondes connaissances du Mordor. Mais la créature semble en plein duel interne. Une part de lui voulant aider les hobbits, et l'autre a la forte envie de les trahir. Il aide quand même nos hobbits à passer par les marais morts, un chemin plus sûr d'après la créature, bien que l'endroit porte très bien son nom, jonché des restes d'une bataille d'autrefois. Frodon est attiré par l'un des esprits et manque de se noyer. Gollum le sauve juste à temps avant un passage aérien d'un Nazgûl. Ils ne se font pas repérer pour cette fois, mais ils seront de toute façon très bientôt en plein dans la gueule du loup. Gollum tient parole et les amène à bon port. Mais on ne passe pas par la porte du Mordor comme celle d'une maison. La créature assure qu'il y a un autre moyen d'accéder au Mordor. Pas forcément moins dangereux, mais déjà plus discret. La porte noire se referme devant eux et, après tout, Gollum a déjà prouvé sa loyauté en les amenant ici. Alors, Frodon décide de continuer à le croire. Mais en continuant leur route, l'anneau commence de plus en plus à ronger l'esprit de Frodon. Il lui arrive même de s'énerver contre Sam, ce qui n'arrivait jamais avant. Un soir, quand les hobbits sont endormis, Gollum arrive à ordonner à sa partie noire de ne jamais revenir. Il veut aider Frodon, celui qu'il ne cesse de surnommer Maître. Alors l'espoir renaît pour notre petite équipe, mais ce sera de courte durée. Ils se font tous les trois arrêter par des hommes du Gondor. Leur capitaine les soupçonne d'être des forces de Sauron, comme n'importe quelle autre créature qui traîne en ces terres. Il ordonne de les attacher en attendant d'en savoir plus. On apprend que l'homme s'appelle Faramir, et ici, il dirige les forces du Gondor contre les orques. D'ailleurs, il veut en savoir plus sur la créature qui les accompagne. Mais c'est quand Frodon avoue la mission de la communauté de l'anneau qu'on apprend que Faramir était le frère de Boromir. Et ainsi, il va comprendre qu'il n'est plus de ce monde. Son grand frère était un symbole de charisme et de bravoure pour Faramir. Mais c'est leur père Denethor, l'intendant du Gondor, qui avait envoyé Boromir à Faucombe. Il voulait qu'il récupère l'anneau unique et s'en serve contre les forces de Sauron. Mais on sait tous comment ça s'est terminé. Lorsque Faramir revient à ses esprits, il en a toujours après Gollum. Frodon tente de le défendre, mais le capitaine du Gondor ne veut rien entendre et le capture. Alors qu'il se murmure à lui-même, Gollum fait comprendre à Faramir que Frodon a l'anneau sur lui. Sam lui conseille de l'utiliser pour s'enfuir au plus vite, mais Faramir fait irruption et refuse qu'on détruise l'anneau. Il veut le récupérer comme devait le faire Boromir et prouver sa valeur auprès de son père. Au même moment, un homme les interrompt. Osgiliath est à nouveau attaqué. Il faut leur venir en renfort. Alors notre petite équipe va devoir accompagner l'armée du Gondor. Bien qu'en chemin, Frodon continue de tenter de raisonner Faramir, il reste intraitable tout au long du voyage. Voyage qui doit faire à peu près moins de 200 km quand même, environ un l'île Reims à pied. Et effectivement, une fois arrivé à Osgiliath, la bataille fait rage. Faramir ordonne à ses hommes d'amener les hobbits et l'anneau à son père, à Minas Tirith. Sam tente de raisonner une dernière fois le capitaine du Gondor, c'est en étant obnubilé par l'anneau que Boromir est mort. Au même moment, Frodon fait malgré lui une terrible démonstration de l'influence de son pouvoir. Une nouvelle fois happé par les ténèbres de Sauron et des Nazgûl qui approchent, Frodon se met à découvert et lui présente l'anneau. Le Nazgûl se dresse devant lui, l'anneau est tout proche. Mais Sam l'arrête juste à temps. Il fait tout pour tenter de le ramener à la lumière. Il lui dit que c'est comme dans les grandes histoires, qu'un nouveau jour viendra avec un soleil bien plus éclatant, qu'il y a du bon dans ce monde pour lequel il faut encore se battre. Dans ce chaos, Faramir repense à son frère. Et ça y est, il est décidé. Il dit à Frodon qu'ils se comprennent enfin et qu'il préfère perdre la ville quitte à les relâcher. Faramir guide nos hobbits jusqu'aux anciens égouts d'Osgiliath pour qu'ils s'enfuient. À l'image de son défunt frère, il a eu un ultime acte de bravoure pour prouver sa valeur. C'est par un passage périlleux à côté de Minas Morgul que Gollum voulait guider Sam et Frodon, et ils peuvent enfin reprendre leur route pour s'y rendre. Mais avant de passer au reste de la communauté de l'anneau, faisons un petit tour du côté de l'Isengard, parce qu'on parle plus de Saruman, et pourtant il ne cesse de faire grossir son armée. Il rase carrément une partie de la forêt de Fangorn pour mener son plan à bien. Et devinez vers où les Uruk-hai mènent Merry et Pippin? Isengard. Ça sent pas du tout bon pour eux. Heureusement, le groupe d'Aragorn est à leur trousse. Ils tombent même sur un indice que Pippin a laissé. Ils sont à moins d'un jour de marche d'eux. Avant tout, laissez-moi vous préciser une dernière chose,
et après promis on se concentre que sur Merry, Pippin et le groupe d'Aragorn. Il faut bien comprendre la situation des hommes du Rohan. En fait, Théodred, l'héritier unique de Théoden, le roi du Rohan, s'est retrouvé dans une embuscade d'orques sur les rives de la rivière Isen. Un point stratégique de frontière naturelle entre le Rohan et l'Isengard de Saruman. Alors le seigneur Éomer, cousin du défunt Théodred, ramène son corps à la capitale Edoras avec ses troupes. Éomer veut prévenir le roi Théoden que l'armée de Saruman est de plus en plus inquiétante, mais le roi semble amorphe, et seul son répugnant conseiller Grima prend la parole en son nom. Il semble étrangement protéger Saruman. Éomer comprend sa manigance, mais Grima le fait arrêter. Le roi Théoden aurait signé un ordre d'arrêt à son encontre. Résultat, le Rohan se retrouve sans aucun héritier, avec un roi amorphe conseillé par un pion corrompu de Saruman. Et lorsqu'une bataille interne entre les orques implose, ils en profitent pour s'échapper. Ils fuient dans la forêt de Fangorn, et au même moment, les troupes d'Éomer arrivent pour réduire les orques en bouillie. Dans la forêt, nos hobbits sont toujours poursuivis par un orc. Alors ils tentent de lui échapper en montant aux arbres, mais ce ne sont pas des arbres, ce sont des Ents. Il écrase l'orc et ne sait pas quoi penser de Hobbit, car il n'en a jamais vu. Pour lui, c'est peut-être des petits orques. L'Ent s'appelle Sylvebarbe. Il n'est d'aucun côté car personne ne respecte la forêt de nos jours. En tout cas, il n'arrive pas à les croire. Alors Lent pense à les montrer au magicien blanc qui saura dire s'ils disent la vérité. Saruman? Mais il sait pas encore qu'il s'est rallié aux forces de Sauron? Retournons du côté du groupe d'Aragorn pour que vous compreniez bien. En fait, en suivant l'indice de Pippin, le groupe est sur la bonne piste. Mais comme je vous disais, ils ont un jour de retard à chaque fois. D'autant qu'ils se font surprendre par les troupes d'Éomer. L'ambiance est tendue, mais chacun arrive à s'exprimer une fois qu'Aragorn a calmé les ardeurs. Éomer explique que Théoden n'est plus maître de lui-même et qu'ils ne pourront pas apporter d'aide à Aragorn, même s'ils sont des amis du Rohan. Alors Aragorn explique qu'il est à la recherche des Uruk-hai qui ont enlevé leurs deux amis hobbits. Éomer répond qu'ils ont tué toutes les créatures de Saruman hier et qu'il n'en reste rien. Éomer leur prête chacun un cheval et ils partent fouiller les restes du champ de bataille. Ils tombent sur la ceinture de Pippin, ils pensent vraiment qu'ils ont été dévorés. Mais non, au sol, il y a des traces. Aragorn parvient à reconstituer la scène, pour lui c'est sûr. Ils étaient suivis par un orc et ils lui ont échappé en entrant dans la forêt. Ah, il est bon ce Aragorn. Alors, ils foncent droit dans la forêt, mais ils ont un mauvais pressentiment. D'un coup, une grande silhouette éblouissante se dresse tôt au soleil. C'est pas possible, c'est Gandalf. Gandalf le Blanc. En réalité, durant son duel contre le Balrog, il s'est continué durant leur chute. Gandalf a récupéré son épée au vol et ils se rendaient coup pour coup. Leur duel épique s'éternisait des jours durant au sommet d'une colline enneigée. Et à l'aube du 8e jour, le magicien lui rendit le coup décisif. Le Balrog s'écroula en contrebas, mais c'était aussi la fin de Gandalf le Gris. Seulement, Gandalf est un maillard. Pour vous simplifier le tout, c'est un demi-dieu créé par les dieux appelés Valar. Ils ont jugé que sa tâche dans la lutte contre Sauron n'était pas terminée et qu'il devait être rappelé sur Terre. Mais cette fois-ci, il prendrait la place du magicien blanc, celle que Saruman occupait avant de les trahir. Ainsi, Gandalf le Blanc est rappelé en Terre du Milieu, plus puissant encore pour en finir avec Sauron. L'espoir est vraiment de retour. Le magicien blanc explique que Merry et Pippin sont en sécurité avec les Ents et se mettent tout de suite en route pour Edoras. Le Rohan ont aussi besoin de retrouver l'espoir. Mais Merry et Pippin ne veulent pas être mis en sécurité, ils n'ont plus de temps à perdre. Au loin, ils voient l'armée de Saruman se mettre en marche et toute la fumée qui s'échappe de l'Isengard. Mais les Ents ne prennent plus part aux guerres depuis un moment, alors Sylvebarbe rassemble ses confrères de la forêt pour discuter de ce qu'ils vont faire. Le truc, c'est que parler en vieil antique, c'est très long, et ça a le don d'énerver Merry. Mais avant de vous raconter la fin du rôle joué par Merry et Pippin dans ce deuxième film, je dois d'abord en finir avec le groupe de Gandalf et Aragorn. Une fois arrivés à Edoras, bien que tous désarmés pour rendre visite au roi, et un conseiller toujours plus véreux, Gandalf, tel un saint envoyé par les dieux, exorcise Théoden de la possession de Saruman. Le roi qui n'avait que trop manqué au Rohan est enfin de retour. Il n'attend pas une seconde avant de vouloir en finir avec Grima, mais c'est Aragorn qui l'arrête. Il estime que suffisamment de sang a coulé au Rohan, et fidèle à lui-même, Grima prend la fuite. D'ailleurs, Aragorn a raison, car les Rohirrim sont en deuil. L'héritier du Rohan, le fils unique de Théoden, est mort. Des obsèques en la mémoire de Théodred sont organisées, et Gandalf tente de trouver les mots auprès du roi. Seulement, ils sont interrompus par deux enfants qui ont fui le massacre de leur village par les armées de Saruman. Pour Gandalf, c'est évident,
il faut l'arrêter avant qu'il ne devienne trop puissant. Mais Théoden s'est décidé. Le sang ne doit plus couler au Rohan. La cité est évacuée, ils vont tous se réfugier au gouffre de Helm. Une gorge fortifiée qui n'offre aucune issue. Et vu l'armée de Saruman, Gandalf ne voit plus grand espoir pour le Rohan. Le magicien quitte Edoras. Il demande à Aragorn de prêter main forte au Rohan et de tenir la défense jusqu'à son retour à l'aube du 5e jour. Avec un peu de chance, la quête de Gandalf ne sera pas vaine. Et devinez où est retourné Grima? Pas forcément, auprès de Saruman. Et c'est un conseiller très précieux pour l'ex-magicien blanc. Il prédit directement la décision de Théoden de faire réfugier les Rohirrim au gouffre de Helm. Alors Saruman va en profiter pour les affaiblir avant même qu'ils n'arrivent à bon port. Il envoie des cavaliers wargs. Aragorn donne les signaux, Éowyn veut se battre, mais son oncle refuse. Théoden la charge de continuer à mener les civils au gouffre de Helm. La bataille fait rage. Les forces du Rohan et de Saruman se rendent coup pour coup. Aragorn sauve Gimli d'une mort certaine, mais se fait renverser par un loup de l'Isengard. Il se rattrape à un autre pour remonter sur une monture, mais sa main est bloquée dans la selle. L'Warg continue sa course et tombe de la falaise. Les Rohirrim ont pu mettre un terme à l'assaut, mais ils n'ont pas de nouvelles d'Aragorn. En bas de la falaise, le fleuve ne dévoile aucun corps. Théoden ordonne de partir au plus vite, avant que des renforts n'arrivent, et d'abandonner les corps. Legolas et Gimli doivent se rendre à l'évidence et reprendre leur marche. Les Rohirrim arrivent enfin au gouffre de Helm, mais bien moins nombreux. Théoden pense qu'ici ils seront à l'abri, et Grima n'est pas du même avis. À la base du mur de l'enceinte se trouve la faiblesse de la fortification. Un petit caniveau de la taille d'un égout, mais Saruman a une meilleure idée. S'ils font une brèche dans les murs, le gouffre de Helm tombera. Seulement, Grima ne comprend pas, il faudrait être des milliers pour prendre d'assaut la forteresse. Des dizaines de milliers, réplique Saruman. Oh mon Dieu. C'est cette armée de folie que Merry et Pippin ont vu au loin avec les Ents. Tu m'étonnes qu'ils se soient affolés. Promis, on retourne à eux très bientôt. Mais là, on doit d'abord assister à ce qui s'apparente à la dernière guerre des hommes. On retrouve d'ailleurs Aragorn inconscient dans le fleuve où il a chuté. Il rêve d'Arwen. On l'entend souhaiter que les Valar protègent son bien-aimé. Le cheval d'Aragorn le retrouve, il l'aide à le réveiller et tant bien que mal, Aragorn reprend la route. Il a promis à Gandalf de prêter main forte au Rohan avant l'aube du 5e jour. Mais juste avant ça, on voit Elrond demander à sa fille de se réfugier avec les siens en Valinor, les terres immortelles. C'est le royaume des Valar, l'équivalent du paradis si vous voulez. Seulement, Arwen veut rester auprès d'Aragorn. Elrond tente de la raisonner une dernière fois, même si Aragorn survit à cette guerre et devient roi, en renonçant à son immortalité, Arwen le verra mourir avant elle. Elle assistera à la fin du royaume des hommes et errera seule jusqu'à ce que son temps sur Terre soit écoulé. Il faut se rendre à l'évidence, l'amour entre un elfe et un homme n'est pas possible. Mais l'homme y croit toujours, il doit y croire, alors il chevauche, encore et toujours. Aragorn aperçoit au loin l'armée de Saruman. Il continue à l'opposer pour enfin arriver au gouffre de Helm. Gimli, Legolas, tous se réjouissent de le revoir en vie, mais il avertit au plus vite Théoden. Les forces de Saruman comptent au moins 10 000 soldats, et ils seront là au crépuscule. Alors le roi exige que tout le monde capable de tenir une arme se prépare, enfants y compris. Pour Aragorn, c'est du suicide, et Théoden en est bien conscient. Mais si telle doit être leur fin, alors il veut faire en sorte qu'elle soit digne et reste dans les mémoires. Aragorn persiste, il faut envoyer des cavaliers demander de l'aide au Gondor. Mais non, le roi était déçu bien trop de fois pour compter sur eux. Alors, il n'y a plus aucune issue pour cette guerre. Legolas s'insurge. À quoi? 300 contre 10 000? Ce sera la fin des hommes. Mais Aragorn réplique que s'ils doivent tous mourir, alors il mourra comme eux. Au même moment, un corps retentit. Mais pas celui des orques, celui des elfes. Elrond a envoyé Haldir et ses troupes pour honorer l'alliance qu'autrefois avaient les elfes et les hommes. Alors, il y aurait de l'espoir. C'est ce que nous allons voir. Car l'armée de Saruman est là. Les archers elfes bandent leur arc et une pluie de flèches s'abat sur le front de l'armée orque. Les Uruk-hai répondent aussitôt. La bataille fait rage et les orques gagnent rapidement du terrain grâce à leur style de combat suicidaire. Ils posent rapidement des échelles contre la forteresse et commencent à monter. Au cours de la bataille, un orque parvient à foncer dans la bouche d'égout pour faire sauter la muraille en éclats. C'est un énorme coup dur pour les forces Rohirrim, d'autant qu'ils tentent une autre percée par la porte principale de la forteresse. Théoden ordonne de consolider la porte, mais ils sont submergés. Ils sont beaucoup trop. Le roi ordonne de se replier sur le bastion, même Haldir se prend un coup d'épée et Aragorn arrive trop tard. Théoden est lui aussi touché en protégeant la porte principale. Aragorn arrive en renfort pour faire gagner le plus de temps possible, mais encore une fois, ils sont bien trop nombreux.
Ils finissent par faire une brèche dans la porte principale et Théoden ordonne de se replier. Les premières lueurs du jour se dessinent et les Rohirrim ne seront bientôt plus qu'un chapitre dans les ouvrages de l'histoire. La forteresse est prise, tout est fini. Mais Aragorn garde espoir. Gandalf lui a demandé de le faire jusqu'à l'aube du 5e jour. Il redonne espoir au roi, le corps du gouffre de Helm sonne une dernière fois pour un aube sanglant. Ils font une percée à cheval à travers les lignes ennemies. Et à l'est, se dressent Gandalf et Éomer. Les Rohirrim sont transcendés pour un ultime affrontement contre l'armée des orques. C'est impensable, les forces de Saruman se mettent à fuir. Ils ont renversé la situation. Mais ce n'était pas seulement grâce à eux qu'ils ont gagné contre Saruman. Les Ents avaient finalement trouvé un accord et avaient décidé que ce n'était pas leur guerre. Mais forcément, ça a rendu Merry furieux. Et alors que Silvebarb les ramenait à la lisière ouest de la forêt, Pippin a eu une idée de génie. Il demande plutôt de les emmener au sud. Mais oui, vers l'Isengard. Une fois arrivé, la ruse de Pippin prend tout son sens. Silvebarb est outré. Toute la partie sud de la forêt est rasée, pourrie de l'intérieur par le poison qu'est devenu Saruman. Lend pousse un hurlement. Tous ses amis se joignent à lui pour ce qu'ils appelleront la dernière marche des Ents. Pris par surprise et bien amoindris par toute l'armée qu'il a envoyée au gouffre de Helm, les Ents ne font qu'une bouchée des dernières forces de Saruman. Lancers de rochers et piétinage, tout est bon pour en finir avec les horreurs de l'Isengard. Saruman est pris au dépourvu, il ne peut rien faire. D'autant qu'un Ent a détruit le barrage qui retenait l'eau, l'Isengard est submergée par les forces de la nature. Et nous voilà déjà au 3e film. Gandalf et nos amis se rendent à l'Isengard. Ils tombent sur Merry et Pippin en train de savourer leur victoire. Ils se croient à la taverne de la comté. Saruman est à leur merci. Il le laisse piéger en haut de sa tour, mais ce qui est inquiétant, c'est le palantir que Pippin récupère. Une pierre de vision qui permettait aux magiciens de communiquer avec Sauron. Gandalf lui reprend immédiatement des mains et regagne Edoras pour fêter la victoire du Rohan. Côté Frodon et Sam, on apprend le passé de Gollum. De son vrai nom, Sméagol. C'était un hobbit lui aussi, et tandis qu'il pêchait, son ami Déagol tombe à l'eau et trouve l'anneau unique qui attendait là depuis des milliers d'années. Mais Sméagol s'est tout de suite fait hypnotiser par l'anneau. Il le voulait rien que pour lui et une bagarre explosa. Une triste bagarre où Sméagol n'hésitera pas à étrangler à mort son ami pour récupérer son précieux anneau. Il le garda des siècles durant, transformant peu à peu son physique et son âme pour devenir le monstrueux Gollum. De retour au présent, la partie nord de Gollum refait surface. Elle convainc sa partie honnête de tuer le Hobbit pour récupérer l'anneau. Après tout, il l'a déjà fait avec Déagol. Et pour ça, il veut les mener à une bête qui pourra les dévorer. Sam entend sa traîtrise et tabasse la créature de toutes ses forces, mais Frodon l'arrête. Gollum cherche la pitié de notre héros et il l'obtient. Il veut le garder en vie, ils ont toujours besoin d'un guide. Mais juste avant que je vous parle de leur arrivée à Minas Morgul, revenons au Rohan. Car dans la nuit, Pippin se lève pour aller observer une nouvelle fois le Palantir. Il l'enlève des mains d'un Gandalf endormi, mais la pierre voit dans les deux sens. Pippin hurle, il n'arrive pas à faire face aux horreurs qu'elle lui montre. Aragorn débarque pour lui enlever des mains et Gandalf obstrue sa vision. Il fait revenir Pippin à lui, le Hobbit aurait vu un arbre mort blanc dans une cité qui brûlait. Pas de doute pour Gandalf, c'est Minas Tirith, la cité des rois. Elle va subir un assaut, en plus de ça, il a aussi vu l'œil flamboyant. Pippin n'a rien dit sur son identité, mais maintenant, Sauron est sûr que c'est lui, le Hobbit porteur de l'anneau. Le magicien blanc ne perd pas une minute. Il demande à Théoden de répondre à l'appel si les feux du Gondor sont allumés. Mais le roi des Rohirrim a encore moins envie de les aider après leur nouvelle absence dans la bataille du gouffre de Helm. Alors Gandalf part se rendre à Minas Tirith avec Pippin. Mais du côté des elfes, en route vers Valinor, Arwen a une vision qui va changer le cours du troisième âge. Elle voit un Aragorn plus âgé avec un enfant dans ses bras. Elle fait marche arrière. Elrond a vu la mort dans son avenir, mais il y avait aussi la vie. Si Arwen abandonne Aragorn aujourd'hui, elle s'en voudra pour l'éternité. Éternité qui quitte déjà son corps d'ailleurs. Alors Elrond ne peut plus refuser. Reforgée sera la lame qui fut brisée. Enduril, l'épée d'Isildur, sera remise à Aragorn, son nouveau roi. Gandalf et Pippin arrivent enfin à Minas Tirith. Au sommet gît l'arbre qu'il a vu dans le Palantir. Le pouvoir royal de Minas Tirith est représenté par l'intendant Denethor, comme je vous l'expliquais. Car, depuis des siècles, le Gondor n'a plus de roi. Une lignée d'intendants se succède en attendant le retour du roi légitime. Et comme vous l'avez compris, le dernier héritier légitime en vie des rois de Númenor et de Gondor est Aragorn. Mais être attendant, ça reste très confortable comme position. Alors pour Denethor, la visite de Gandalf sonne comme une menace à son pouvoir.
d'autant qu'il le pense responsable de la mort de son fils Boromir. Mais cet idiot de Pippin, malgré les avertissements de Gandalf, explique qu'il s'est sacrifié pour lui et qu'il offre ses humbles services pour payer sa dette. Le magicien blanc reprend la parole, Denethor doit prévenir le Rohan de la guerre à venir en allumant les feux du Gondor. Mais l'intendant ne veut rien entendre. Aragorn ne lui prendra pas son pouvoir. Très bien, Gandalf quitte la pièce, ils devront se débrouiller seuls. À la veille de cette nouvelle bataille contre les forces de Sauron, Pippin prend conscience de son engagement. À l'aube, il devra se battre pour Denethor. Le Hobbit et le magicien observent à l'est les lueurs infernales du Mordor. Si Osgiliath tombe, la dernière défense de la Cité des Rois aura disparu. Leur fol et unique espoir repose entre les mains de Frodon. D'ailleurs, nos hobbits sont enfin arrivés à Minas Morgul, la Cité des Morts. Elle se situe pile entre leur objectif et Gandalf et Pippin. Ils doivent vite prendre les escaliers en évitant d'être vus. Mais Frodon ne peut pas résister à l'appel du Mordor. L'anneau veut retourner à son maître, c'est Sam et Gollum qui le sauvent et le ramènent en cachette. Au même moment, une quantité phénoménale d'énergie s'échappe de la tour jusqu'au ciel. Les Nazgûl partent en guerre. Sur le hurlement strident de leur chef, le roi sorcier d'Angmar, l'armée de Sauron, se met en marche pour l'ultime bataille du Troisième Âge. Tandis que le porteur de l'anneau continue sa quête du dernier espoir. De retour à Minas Tirith, Gandalf confie à Pippin la lourde tâche d'aller allumer les feux du Gondor pour avertir le Rohan, car la bataille commence à Osgiliath. Faramir et ses hommes livrent un combat sans merci contre les orques de Sauron. Ce n'est plus seulement l'avenir des hommes qui est en jeu, mais bien l'avenir tout entier de la Terre du Milieu. Alors Pippin grimpe le plus vite possible, il esquive les gardes et allume le premier feu de détresse du Gondor. Rapidement, les autres suivent sur la chaîne des montagnes blanches. L'espoir s'embrase, le plan de Gandalf a débuté. Aragorn est le premier à remarquer les feux du Gondor. Il fonce alerter Théoden. Tout le monde retient son souffle, mais le roi a changé d'avis. Le Rohan répondra à l'appel. Il se donne 2 jours pour rassembler tous les hommes, et à l'aube du 3e, ils partiront pour Minas Tirith. Pour Éowyn, c'est une évidence. Aragorn est leur symbole d'espoir. Les Rohirrim le suivront jusqu'à la mort. Et de l'espoir, ils en ont bien besoin, car les orques sont bien trop nombreux. Faramir et ses hommes sont submergés, même les Nazgûl viennent de débarquer. Faramir ordonne à tout le monde de battre en retraite sur Minas Tirith. L'affrontement tourne en boucherie. Les vaisseaux noirs jouent avec leur proie, mais à pleine allure, Gandalf arrive à dos de Gripoil, brandit de son bâton la lumière d'Anor pour faire fuir les Nazgûl. Faramir raconte alors à Gandalf et Pippin qu'il a croisé Frodon et Sam il n'y a pas 2 jours. Mais il leur dit aussi qu'il se dirigeait vers le col de Cirith Ungol à Minas Morgul. Et oui, le passage qu'empruntent Frodon et Sam est loin d'être sans danger. L'escalier qu'ils escaladent est quasiment à la verticale et c'est sans compter sur Gollum qui commence à monter Frodon contre Sam. Pendant la nuit, la créature va même lui tendre un piège. Il jette le pain, leur seule provision restante, et prend soin d'en laisser quelques miettes sur Sam. Au réveil, Frodon se rend compte qu'ils n'ont plus rien. La ruse de Sméagol marche à merveille. Rongé par l'anneau, Frodon n'arrive plus à y voir clair. Il s'effondre, et Sam lui propose de porter l'anneau pour le soulager un peu. C'est là que tout fait tilt dans l'esprit torturé de Frodon. Sam ordonne à Gollum de déguerpir, mais non. C'est Sam qui veut lui voler l'anneau, c'est sûr. Frodon le rejette, et il lui ordonne de rentrer chez lui. Sam n'en croit pas ses yeux. Il s'effondre de chagrin. Frodon et Gollum continuent leur route en le laissant derrière eux. De retour au Gondor, Denethor en veut à son fils Faramir d'avoir perdu Osgiliath. Il lui ordonne d'y retourner. Faramir y voit alors un ultime espoir d'y retrouver la fierté de son père. Il sait que Denethor aurait préféré que ce soit lui qui soit mort à la place de Boromir. Alors, avec le reste de ses hommes, ils se mettent en route pour leur marche funèbre vers Osgiliath. Gandalf tente de l'avertir, c'est du suicide. Mais Faramir a prêté allégeance. Il veut revoir son père, fier de lui. Alors, il charge à leur perte, droit sous les milliers de flèches qui pleuvent d'Osgiliath. Du côté des forces du Rohan, elles se rassemblent à Dunharrow, au sud des Doras. Ils ont pu rassembler 6000 hommes, bien que Théoden en espérait le double. Il faut se reposer, car demain ils lanceront l'assaut. Mais Aragorn passe une nuit très agitée en rêvant des forces du mal et d'Arwen. Il est réveillé en sursaut, un voyageur mystérieux est là. Il s'agit d'Elrond. Il vient avertir Aragorn qu'Arwen est mourante à présent. Donc si les hommes perdent cette guerre, son destin sera scellé. Et pour Elrond, le résultat semble sans appel. Les forces du Mordor sont bientôt nombreuses, en plus de leurs renforts du sud qui seront là dans 2 jours.
Il leur faut plus d'hommes. Ceux qui demeurent dans la montagne. L'armée des morts. Ce sont des traîtres qui ne croient et n'obéissent en rien, si ce n'est au roi du Gondor. Elrond dévoile Andúril, flamme de l'Ouest, et la remet à son héritier légitime. Sauron n'aura pas oublié l'épée d'Elendil qu'il avait séparée de son anneau par son fils Isildur. Alors Aragorn continue d'embrasser la destinée qui a toujours été sienne. Évidemment, Legolas et Gimli sur ses pas, ils partent pour Dimolt, une route tortueuse entre les montagnes, pour trouver ceux qui n'ont pas tenu leur serment au dernier roi du Gondor. Après qu'il l'ait abandonné, Isildur les a condamnés à ne connaître aucun répit tant qu'ils ne se seraient pas rachetés. Une ville fantomatique se cache en réalité dans les montagnes. L'armée des morts les encercle, mais Aragorn dégaine Andúril en ordonnant d'honorer leur serment. Ils gagnent le respect des morts en échange de recouvrer leur honneur et les faire partir en paix une fois la bataille terminée. Du côté de Minas Tirith, l'armée d'Orc se dresse à l'horizon, tandis que les portes de la cité s'ouvrent pour faire entrer le cadavre de Faramir. Alors qu'il est amené à son père et que les lancers de catapultes commencent, Pippin remarque qu'il respire encore. Mais Denethor continue de sombrer dans son désespoir. Il est convaincu que le Rohan les a abandonnés et que sa lignée est désormais éteinte. Il ordonne à tout le monde d'abandonner leur position, de fuir, mais Gandalf lui fout 3 coups de bâton et reprend les commandes. Les catapultes humaines se mettent en action, tandis que les Nazgûl attaquent par les airs. Les tours arrivent contre les murailles, la cité est assiégée en un rien de temps. Du côté de Frodon, il continue à avancer en compagnie de Gollum. Ils arrivent enfin devant le tunnel. Il est effrayant. Mais Frodon ne peut pas faire demi-tour maintenant. Gollum avance très vite dans le tunnel et Frodon peine à le suivre, à tel point qu'il finit par le perdre et se retrouve face à lui-même. Il repense à Sam, il regrette tellement de l'avoir abandonné. Et justement, notre Sam continue de descendre les marches, mais après une grosse chute, il tombe sur le pain que Gollum avait fait tomber. Maintenant, il en a la preuve. Il les a piégés, Frodon court un danger mortel. Et ça oui, il panique de plus en plus dans les énormes toiles d'araignée. Frodon dégaine la lumière d'Erendil que Galadriel lui avait confiée à Faucombe. Alors qu'il espérait s'en servir pour trouver une sortie, il tombe sur la bête. Une araignée géante, c'est elle dont Gollum parlait. Une course-poursuite a lieu, mais la bête prend vite l'avantage. Frodon finit pris au piège dans une énorme toile d'araignée, il s'en sort in extremis, mais Gollum lui saute dessus. Il veut lui voler l'anneau. Sa bipolarité fait à nouveau surface, et Frodon finit par l'épargner. Il lui rappelle qu'il doit détruire l'anneau, pour leur salut. Mais ça, Gollum ne peut pas l'accepter. Il l'attaque à nouveau, et Frodon le pousse dans un gouffre. Oh, qu'est-ce qu'il regrette Sam. Il s'évanouit à nouveau, mais cette fois, il voit Galadriel. Elle lui dit que s'il échoue, personne ne pourra réussir à sa place. Elle lui tend la main et Frodon se relève. Mais l'araignée géante est de retour. Elle lui plante son dard par surprise et enveloppe sa proie. C'est alors que, sorti des ténèbres grâce à la lumière d'Erendil, Sam est de retour. Il brandit son épée pour affronter la bête, il fait preuve d'un énorme courage et après un combat terrorisant, il finit par se glisser sous l'abdomen de l'araignée et lui planter plusieurs coups de sa lame. La bête s'enfuit et Sam court voir Frodon. Il est inconscient. Des orques débarquent et Sam n'a pas le temps de le cacher. Ils embarquent le corps de Frodon à leur tour. Sam, on va encore avoir besoin de ton courage légendaire. Du côté de Minas Tirith, les trolls font une percée avec un énorme bélier de feu. La bataille continue de plus belle dans l'enceinte de la cité, tandis que Denethor met en place sa cérémonie pour s'immoler avec Faramir. Pippin fait irruption dans la salle pour avertir qu'il n'est pas mort, mais l'intendant ne veut rien entendre. Il le révoque de son poste, seul Gandalf peut le sauver maintenant. Dans la cité qui n'est plus que feu et sang, Pippin se fraye un chemin pour retrouver le magicien. Alors qu'on assiste aux dernières heures des hommes, l'espoir résonne au loin. Le corps du Rohan, Théoden et tous les Rohirrim sont enfin arrivés. Même Éowyn et Merry ont rejoint les troupes incognito. Le roi embrase le cœur de ses hommes, il charge à la fin du monde et à leur mort. Au même moment, Pippin retrouve Gandalf. Il fonce voir Denethor, Gandalf hurle de cesser cette folie et charge sur l'intendant. Pippin sauve Faramir du feu tandis que Denethor s'enflamme. Il met fin à ses souffrances en se jetant du haut de Minas Tirith. De leur côté, les Rohirrim sont galvanisés. Ils gagnent du terrain contre les orques, mais Sauron avait tout prévu. Une fois que l'espoir des hommes est de retour, il envoie son coup de grâce. Les renforts du sud débarquent avec leurs énormes olifants. Théoden reforme la ligne et charge à nouveau. Mais les géantes montures sont dévastatrices. Même si Éomer trouve une ouverture et fait tomber l'un de leurs chevaucheurs qui fait chuter plusieurs de ses confrères, Éowyn et Merry finissent au sol et assistent impuissants à une scène d'horreur.
le roi sorcier d'Angmar se jette sur Théoden. Il est projeté au sol, écrasé par sa monture. Mais Éowyn se dresse devant le chef Nazgûl et coupe la tête de sa bête ailée. Le capitaine du désespoir se relève et balance son fléau sur Éowyn. Il fait exploser son bouclier, elle est à sa merci. Mais Merry plante son épée dans la jambe du Nazgûl. Il relâche Éowyn qui en profite pour lui planter la sienne entre les deux yeux. Le roi sorcier d'Angmar se consume, tandis que de l'autre côté du champ de bataille, Aragorn, Legolas, Gimli et l'armée des morts débarquent des bateaux pirates. Ils ont massacré leur armée et ne comptent pas s'arrêter là. Une vague innombrable d'entités déferle sur les forces du Mordor et renverse la tendance en un rien de temps. Les hommes sont victorieux, mais endeuillés par la mort de leur roi. Le corps de Théoden est brisé. Il fait ses adieux à Éowyn, fier de rejoindre ses ancêtres, la tête haute. Sous un soleil sanglant, Aragorn tient sa promesse et libère l'armée des morts. Mais nous savons tous qu'il reste une ultime quête à résoudre pour en finir une bonne fois pour toutes avec Sauron. Et Frodon est retenu prisonnier au sommet d'une tour du Mordor. Les deux orques qui l'ont enlevé se disputent ses affaires et une bataille générale finit par éclater. C'est vraiment débile des orques. Sam, toujours plus héroïque, en profite pour se faufiler dans la tour. Il va même se farcir 3 orques, un pour Frodon, l'autre pour la comté et un dernier pour Gandalf. Il retrouve enfin Frodon en haut de la tour. Il se confond en excuses auprès de Sam, mais en fait, c'était lui qui avait l'anneau. Il lui avait pris pour le mettre en sécurité, et après un instant d'hésitation, Frodon lui arrache des mains. C'est son fardeau, pas le sien. Ils en profitent pour se déguiser en orques, et ils voient à l'horizon, Orodruin, la montagne du destin. Ça y est, ils y sont. Enfin, pas encore. Ils doivent traverser les milliers d'orques qui peuplent les terres du Mordor. Sans compter Barad-dûr, la tour sombre de Sauron et son infatigable œil flamboyant. À Minas Tirith, Gandalf n'arrive plus à voir où en est Frodon. Les ténèbres sont devenues trop épaisses. Alors, il psychote. Sauron tiendra l'anneau d'une minute à l'autre, c'est certain. Le magicien finit par penser qu'il l'a envoyé à sa propre perte. Mais Aragorn propose de faire une diversion. Rassembler les hommes devant la Porte Noire pour attirer toutes les troupes de Sauron. C'est une brillante idée, même si Gandalf craint que Sauron ne mordra pas à l'hameçon. Mais dans la version longue, Aragorn en est certain, car il prend contact avec Sauron via le Palantir de Saruman. Il se montre en possession d'Anduril et le provoque. Mais oui, comme ça, Sauron va penser que ce n'est plus Pippin le porteur de l'anneau, plus un hobbit, mais Aragorn, un homme, qui comme ses ancêtres ont espéré dompter le pouvoir de l'anneau pour tuer Sauron. L'armée des peuples libres se rend à la Porte Noire, menée par Aragorn. Toute l'armée de Sauron sort du plateau de Gorgoroth pour les encercler. L'œil flamboyant braqué sur Aragorn, celui qui porte l'assaut pour Frodon. Tout le monde prend l'exemple de sa bravoure et l'ultime bataille du troisième âge commence. Ça permet à Frodon et Sam d'avancer sans se soucier des orques ni de Barad-dûr. Mais ce ne sera pas simple pour autant. Frodon est à bout de force. Il s'écroule au pied d'Orodruin. Sam tente de lui rappeler les bonheurs de la comté, les fraises à la crème, les fleurs. Mais Frodon dit avoir oublié le goût de la nourriture. Oublié la caresse de l'herbe, il se voit nu dans le noir avec la roue de feu. Sam, déchiré de voir Frodon englouti par les ténèbres, puise dans ses derniers retranchements. Il ne peut pas porter l'anneau pour Frodon, mais il peut le porter lui. Dans un effort inimaginable, Sam met Frodon sur ses épaules et gravit les dernières pierres qui les séparent de l'entrée d'Orodruin. Mais Gollum les attendait, il renverse Sam et commence à étrangler Frodon. À la Porte Noire, c'est les Nazgûl qui rejoignent la bataille. Sam donne un coup d'épée à Gollum, tandis que Frodon court dans la montagne du destin. Gandalf fait appel aux Ailes pour affronter les Nazgûl. Frodon est sur le point de jeter l'anneau, mais il ne peut pas. L'anneau lui appartient. Il l'enfile et disparaît. Sauron est immédiatement alerté et se rend compte de sa terrible erreur. Il envoie les Nazgûl, 3 sur la montagne, mais Gollum revient à l'assaut et arrache le dos de Frodon de ses dents pour récupérer l'anneau. Il a enfin récupéré son précieux, après toutes ces années de solitude. Mais Frodon se jette sur lui. Gollum tombe de la plateforme, mais il s'en fiche. Il peut bien être consumé par la lave tant qu'il est avec son précieux. Son inscription brille de 1000 feux, et finalement, l'anneau unique se détruit. L'œil de Sauron hurle de douleur, et Barad-dûr s'effondre, puis implose. Le volcan de la montagne du destin entre en éruption, et les terres du Mordor se brisent en deux. Frodon et Sam s'en sortent juste à temps, mais ils sont pris au piège. La lave les encercle. Tout est enfin fini. Frodon peut enfin souffler, il voit la comté,
La rivière, Sam se rappelle de celle qu'il a toujours aimée en secret. Il aurait dû lui demander sa main. Frodon est heureux d'être là avec Sam, ici, à la fin de toute chose. Mais, à l'horizon, comme des anges venus des cieux, les aigles de Gandalf viennent secourir nos héros. Frodon se réveille un peu plus tard, à Minas Tirith. Fou de joie de revoir Gandalf, Merry, Pippin, Gimli, Legolas, Aragorn et Sam, son merveilleux Sam. Plus tard, le couronnement du nouveau roi est tenu par Gandalf. Aragorn affirme que ce n'est pas le jour d'un seul homme, mais celui de tous pour reconstruire ce monde en paix. Il salue Faramir, Éowyn, Éomer, Legolas et, derrière lui, se tient une invitée inattendue. Celle qu'il a toujours aimée, Arwen. Pour la première fois, ils s'embrassent avec la perspective d'un avenir possible. Et après elle, s'inclinent les plus braves et héroïques semi-hommes que la Terre du Milieu n'ait jamais connus. Mais Aragorn répond que c'est à lui de s'incliner. Minas Tirith tout entier prend exemple sur leur nouveau roi, et c'est ainsi que débuta le 4e âge de la Terre du Milieu. Et nos hobbits étaient enfin de retour chez eux. Rien n'avait changé. Ils se retrouvèrent tous les 4 à l'auberge. Cette fois, Sam n'hésita pas une seconde avant d'aller parler à Rosie. Ils se marieront et auront des enfants. À l'image de son oncle, Frodon partage dans son livre son épopée. Il se demande comment renouer avec son ancienne vie après tout ça. 4 ans se sont écoulés depuis sa blessure à la poitrine. Et ça n'a jamais vraiment guéri. Un dernier voyage attend Frodon et Bilbon. Les elfes les ont gratifiés d'une place sur le dernier bateau pour Valinor. Là-bas, ils trouveront la paix nécessaire pour guérir des horreurs infligées par l'anneau. Frodon fait ses adieux à ses amis. Il offre les dernières pages de son livre à Sam pour qu'il continue l'histoire. Le cœur déchiré, Frodon regagne le bateau avec Gandalf et ils disparaissent à l'horizon. Ainsi s'achève Le Seigneur des Anneaux. Cette trilogie qui n'a, pour certains, encore jamais été égalée depuis sa sortie en 2001. Et je vous laisse me partager votre avis en commentaire. Encore un grand merci à CyberGhost VPN. Le lien est en description pour profiter des 83% de réduction et 4 mois gratuits. C'est grâce à eux si vous voyez cette vidéo et que je me rapproche chaque jour de mon rêve de vivre de ma passion sur YouTube. Mille merci à eux et surtout à vous. C'était Remax et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.